L'avenue de l'Indépendance est comme n'importe quelle autre petite rue au centre-ville de Bangui et l'un de ces endroits où la ville ne dort jamais vraiment. Dès les premières heures du matin, la rue s'anime au son des moteurs de taxis jaunes, des motos-taxis zigzagant entre les passants et des commerçants qui installent leurs étals. On y respire un parfum mêlé de pain chaud, de poissons grillés, de fruits tropicaux et de poussière urbaine. Les habitants, chaleureux et débrouillards, interpellent avec énergie chaque client potentiel. « Patron, viens voir, c'est moins cher ici !» Les femmes, souvent en pagne colorée, négocient les prix avec le sourire, mais avec fermeté. L'art du commerce se vit dans chaque regard. Toute la journée, la rue vibre. Musique centrafricaine, sortant des petites boutiques, discussions animées autour du football ou de la politique, radio diffusant les nouvelles du pays. Les enfants jouent au ballon au milieu du passage, esquivant habilement motos et vendeurs ambulants. Bon après-midi parmi les visages familiers des commerçants, se trouvait Baba Jean-Baptiste Dako, un homme âgé qui vivait sur l'avenue de l'Indépendance et avait sa petite boutique aussi, devant sa parcelle depuis aussi plusieurs années que quiconque pouvait s'en souvenir. Chaque matin, il s'asseyait devant sa petite boutique, sa radio à transistor diffusant de la musique doucement, pendant qu'il sirotait sa tasse de café. Baba Jean-Baptiste Dako n'était pas juste un résident comme les autres. Il était le gardien officieux de l'avenue. S'il se passait quelque chose d'inhabituel, vous pouviez être sûr que Baba Jean-Baptiste Dako serait le premier à s'en apercevoir et le premier à répandre la nouvelle. Il y avait aussi Doudou, une jeune femme, qui aidait sa mère à gérer une petite boutique. Sur l'avenue de l'Indépendance, elle était connue pour son sourire rapide et son attitude amicale. Elle saluait tout ce qui passait. Si vous ne lui rendiez pas votre salut, elle vous appelait en disant « Ah, frère, tu ne sais pas saluer ». Au bout de l'avenue se trouvait un petit restaurant de haricots beignets, tenu par Maman Zégué, une femme venue nouvellement sur l'avenue, d'un certain âge, enveloppée dans ses pagnes soigneusement nouées, toujours assise derrière sa grande marmite d'haricots fumants. On la reconnaissait à sa voix chantante. « Viens mon fils, tu achètes? Je rajoute un peu pour toi, hein ?» Elle riait tout le temps, tapotait les jeunes sur l'épaule, appelait les femmes « ma fille » et les hommes « mon mari ». À première vue, c'était la tante de tout le monde, la bonne âme de l'avenue populaire. « C'est une bénédiction, cette femme-là », disait souvent une autre vendeuse de tomates, Tata Francine. « Regarde comment elle donne les surplus, hein? Qui fait ça encore aujourd'hui ?» Un client régulier, Norbert, un fonctionnaire à la retraite, commentait souvent à voix basse en prenant son sachet d'haricots enrobé dans du papier journal. « Elle est trop gentille même. Moi je me méfie un peu. Personne donne rien pour rien dans ce pays-là. » Mais la plupart la défendaient immédiatement. « Norbert, tu vois le mal partout. Elle est juste généreuse. » Dans la maison juste à côté du restaurant avaient deux gros chats, normalement calmes et amicaux, remuant la queue au visage familier. Mais depuis l'arrivée de Maman Zégué et de sa famille, les chats avaient changé chaque fois que quelqu'un passait devant la parcelle. Les 3 chats s'agitaient férocement, miaulements graves, feulements avec des grognements bizarres, avec coups de patte si on s'approche trop, comme s'ils étaient en présence de quelque chose de dangereux. Au début, Baba Jean-Baptiste Dako pensait que c'était juste les chats qui protégeaient leur territoire, mais il est vite devenu évident
que quelque chose perturbait les 3 chats. Plus ses clients venaient et partaient de la petite boutique de Baba Jean-Baptiste Dacko, plus les chats devenaient agités. Au début, personne ne prêtait attention aux miaulements graves de ces 3 chats pendant des mois. Pendant ce temps, le restaurant de Maman Zégué était l'endroit le plus populaire de l'avenue de l'Indépendance. Dès l'aube, bien avant que le soleil n'ait chassé la fraîcheur de la nuit, elle était déjà installée sous son parasol usé, marmites grandes ouvertes, vapeur parfumée flottant dans l'air. L'odeur de ses haricots mijotés au feu de charbon se mêlait à celle des beignets chauds frits et du café noir vendu à la criée. Les enfants, en uniforme d'école ou pieds en vacances, couraient joyeusement vers son étal. « Maman Zégué, donne-moi beignet avec les haricots, mais un peu plus, hein, je vais te payer demain. » Et elle riait, les yeux brillants. « Va à l'école, mon enfant, je t'ajoute un peu, mais tu viens me voir demain, hein ?» Même les adultes, qui pourtant se méfiaient de beaucoup de choses à Bangui, n'avaient que des mots tendres pour elle. « Elle a le cœur de Dieu, cette femme », lançait souvent un vieux maçon du nom de Tata Léon, pendant qu'il sirotait son thé. « Depuis que je suis ici, j'ai jamais vu une vendeuse si constante. Elle n'a jamais été malade, jamais absente, même quand la pluie tombe comme le tonnerre. Personne ne doutait d'elle. Elle ne s'énervait jamais, ne criait jamais, et gardait toujours ce même sourire bienveillant qu'on retrouvait dans les yeux des vieilles tantes. Baba Jean-Baptiste Dacko faisait un point d'honneur de s'arrêter au moins 4 fois dans la semaine. Il aimait s'asseoir sur les bancs à l'extérieur, écouter sa radio et déguster son repas. Doudou, qui était toujours occupé dans la boutique de sa mère, trouvait le temps de s'arrêter pour prendre une assiette de ses haricots beignets. Parfois, les vieux hommes d'affaires fortunés envoyèrent leur chauffeur spécialement chez Maman Zégué pour acheter ces délicieux plats de haricots et beignets. Malgré leur richesse et leur dîner gastronomique dans les plus grands restaurants de la ville, rien n'égale le goût authentique et chaleureux de la cuisine de rue, bien préparée. Chez Maman Zégué, chaque bouchée rappelait l'enfance, la simplicité et le vrai bonheur que l'argent ne peut pas acheter. Les habitants de l'avenue de l'Indépendance savouraient leur repas sans y penser à 2 fois. Les chats de Baba Jean-Baptiste Dacko avaient un avis différent chaque fois. Maman Zégué passait, les 3 chats miaulaient, furieusement, leur miaulement perçant résonnant dans l'air, comme si des bébés pleuraient. Ils semblaient ressentir quelque chose que le reste de l'avenue ne pouvait pas percevoir. « Je ne comprends pas pourquoi ces chats continuent de miauler contre eux », dit Baba Jean-Baptiste Dacko. Un jour, en secouant la tête, ils n'ont jamais agi ainsi normalement. Ces chats sont généralement calmes et amicaux. Firmin, un jeune homme du quartier connu pour vendre des cartes de recharge téléphonique à l'angle du marché, était l'un des clients réguliers de Maman Zégué. Toujours poli, souvent affamé, il passait la voir chaque matin pour prendre un petit sachet d'haricots avec un beignet ou 2 qu'il mangeait assis sur son banc en bois. Elle lui offrait souvent un surplus, en souriant doucement. « Toi, tu es mon fils, hein? Je t'ajoute, c'est rien. » Et lui, flatté, ne refusait jamais. Mais depuis quelques semaines, ses nuits étaient devenues troublées, dérangeantes. Il rêvait de voix désincarnées, venues de nulle part, qui lui chuchotaient à l'oreille, comme un souffle glacé. « Rends ce qui t'a été donné, ou paie le prix. » Il se réveillait en sueur, le cœur battant à tout rompre, regardant autour de lui, comme si quelqu'un avait été là. Un soir, il en parla à son ami Didier, un apprenti coiffeur. « Mon frère, je te jure, je fais des rêves bizarres. C'est comme si
comme si on me surveillait. Et c'est toujours après avoir mangé les haricots de maman Zégué. Didier éclata de rire. Toi aussi? Depuis quand la nourriture donne les cauchemars? T'as juste trop mangé, c'est tout. Elle est gentille, la vieille. Tu veux qu'elle soit quoi? Firmin força un sourire. Il chassa ses pensées en secouant la tête. Non, faut pas penser comme ça. C'est juste la fatigue. Pourtant, cette nuit-là encore, il entendit la voix revenir, plus forte, plus insistante. Le surplus n'est jamais gratuit. Et quand il ouvrit les yeux dans le noir de sa chambre, il crut voir, juste un instant, 2 yeux rouges dans un coin de la pièce. Cette nuit-là, Firmin n'eut même pas le temps de s'endormir. Allongé sur son lit, les yeux rivés au plafond, le cœur battant sans raison apparente, il sentit soudain un froid glacial descendre dans la pièce. L'air devint lourd, comme si le temps s'était figé. C'est alors qu'elle apparut, maman Zégué, debout au pied de son lit, mais différente. Son pagne noir flottait comme sous l'eau, et ses yeux brillaient d'un rouge profond. Elle le fixa longuement, puis parla d'une voix douce, mais creuse, presque métallique. « Tu as bien mangé mes haricots, hein, mon fils? Mais maintenant, j'ai besoin de mes surplus. » Avant même qu'il ne puisse répondre, elle tendit la main, et dans un souffle, il sentit son corps aspiré comme de la poussière. Lorsqu'il reprit conscience, il se retrouvait au centre d'une immense clairière entourée de grandes flammes bleues, sous une lune anormalement grosse. Partout autour de lui, il y avait du monde, des visages connus du quartier, mais aussi des étrangers à l'aspect étrange, certains vêtus de boubous chatoyants, d'autres entièrement nus, le regard vide ou souriant. Une musique étrange résonnait, jouée avec des instruments qu'il ne reconnaissait pas. Une femme s'approcha de lui, le salua en posant la main sur sa poitrine. « Bienvenue, Firmin. Tu es des nôtres maintenant. » D'autres suivirent, l'accueillant avec des sourires carnassiers, comme s'il était un invité d'honneur attendu depuis longtemps. « Ah, c'est lui, Firmin, celui qui a trop mangé les surplus !» lança en riant un vieil homme édenté, avant de disparaître dans la foule. Le sol sous ses pieds semblait vivant, comme une peau chaude, et partout autour de lui, des rires s'entremêlaient aux cris étouffés d'animaux qu'on ne pouvait voir. Firmin, pétrifié, tentait de comprendre. Est-ce un rêve? Suis-je en train de mourir? Mais maman Zégué, derrière lui, posa une main froide sur son épaule. « Ne résiste pas, mon fils. Tu es à la fête des âmes liées. Tu as pris. Maintenant, tu dois donner. » Et autour de lui, le rire collectif s'amplifia, comme un tonnerre moqueur tombant du ciel. Nuit après nuit, Firmin était arraché à son sommeil, ou peut-être à sa conscience, pour se retrouver à nouveau dans cette étrange clairière, là où les tambours battaient sans relâche, où les ombres dansaient sans corps, et où les visages se confondaient entre vivants et morts. À chaque retour, quelque chose en lui s'effaçait, un souvenir de son enfance, l'odeur du parfum de sa mère, la chaleur d'un rire, la peur même. Il marchait dans la journée comme un coquillage vide, les yeux grands ouverts mais sans expression. Sa mère, Mado, une vendeuse de poissons fumés, remarqua les premiers signes. « Firmin, tu ne manges plus ?» lui demandait-elle un matin, posant sa main sur son front. Il répondit « Absent, je n'ai pas faim. Je crois que j'ai déjà mangé. » Elle fronça les sourcils. « Tu dis ça chaque jour depuis 1 semaine et tu maigris comme si tu es poursuivi par la maladie. » Mais Firmin ne disait rien. Il ne se souvenait même plus pourquoi il avait arrêté de rire, ni pourquoi les sons autour de lui
devenait si lointain. Au marché, même les autres vendeurs commencèrent à murmurer. Le petit de Mado, là, il devient bizarre, hein? Firmin se retrouva bientôt dans un marché qui n'avait rien à voir avec celui de Pétévo. Ici, les étals n'exposaient pas des légumes ou des poissons, mais des troupeaux entiers de chèvres et de moutons, aux yeux humains, emplis de peur et de supplication. Ces bêtes se pressaient les unes contre les autres, comme si elles voulaient implorer de l'aide. Des sorciers en longue tunique les inspectaient, palpaient leurs flancs et discutaient du prix. Celui-ci, c'était un professeur d'histoire, très bon cerveau encore frais. Riait un homme à la barbe hérissée. Un autre ajouta « Et celui-là vient de l'avenue de l'Indépendance, bien nourri. Tu peux le prendre, sa famille le cherche encore. » Firmin regardait la scène, étourdi. Il reconnut même un ancien voisin transformé en bouc noir, qui fixait Firmin avec désespoir. « Aide-moi », semblait murmurer son regard, mais Firmin resta immobile, incapable d'agir. Dans ce marché de la nuit, l'humanité se négociait comme du bétail, et ceux qui avaient trop accepté les surplus de maman Zégué s'y retrouvaient destinés à la vente. Plus loin, une autre transaction se déroulait. Des hommes prélevaient la peau de certains captifs sacrifiés qu'ils tendaient soigneusement comme du cuir sur de grands tambours rituels. La peau était encore tiède et des traces de vie semblaient vibrer à travers elle. Un sorcier claqua sur l'un des tam-tams et un cri étouffé résonna, comme si la voix du défunt y était restée enfermée. « Tu entends? Ici même les morts continuent de danser pour nous !» lança une femme au rire strident. Elle se tourna vers Firmin et lui dit « Tu es chanceux d'être parmi nous. » Beaucoup auraient déjà fini dans un de ces instruments. Tout autour, des chants macabres retentissaient, accompagnés de danses frénétiques. Les spectres se mélangeaient aux vivants, les rires devenaient des hurlements, et Firmin sentait sa raison se fissurer. Pourtant, chaque nuit, il revenait sans résistance, comme envoûté, comme si ce monde était devenu plus réel que celui du jour. Avec le temps, Firmin cessa d'être une victime. Il devint un acteur de ces nuits infernales. Maman Zégué, satisfaite de sa transformation, lui dit un soir « Toi maintenant, tu es mon enfant de la nuit. À ton tour de chercher des âmes. » Il baissa la tête, soumis. De simple invité, il devint chasseur. On lui donna la tâche la plus cruelle, sacrifier des personnes qu'il aimait pour rembourser sa dette. La première fut une cousine, venue lui rendre visite. « Pardonne-moi, je ne peux pas faire autrement, » murmura-t-il en pleurant, avant que ses mains, guidées par une force invisible, ne commettent l'irréparable. Puis le père de sa meilleure amie, puis un voisin qui lui avait prêté de l'argent. Chaque fois, maman Zégué applaudissait. « Voilà, tu comprends enfin la vraie valeur des surplus. Dans la vie, on paie toujours ce qu'on reçoit. » Peu à peu, la culpabilité disparut en Firmin. Il n'était plus qu'un outil, un monstre façonné par la dette de quelques cuillères d'haricots gratuits. Pendant ce temps, dans la journée, les gens du quartier s'inquiétaient de plus en plus. « Le Firmin là, ce n'est plus lui !» chuchotait-on. Sa mère, les yeux gonflés de larmes, ne dormait plus. « Mon fils, dis-moi ce qui t'arrive. Tu me fais peur. » Il répondait d'une voix sans âme. « Maman, c'est juste les haricots qui m'ont changé. » Puis il éclatait d'un rire froid qui ne lui ressemblait pas. Au marché, quand il croisait maman Zégué, il la saluait respectueusement. « Maman, j'ai accompli ce que tu m'as demandé. » Elle lui caressait la joue. « Mon fils,
Tu progresses vite. Bientôt, tu seras un des plus grands parmi nous. » Dans le quartier, les disparitions se multipliaient. Et chaque fois que quelqu'un s'évaporait mystérieusement, Firmin souriait sans qu'on comprenne pourquoi. Car désormais, il n'était plus seulement victime du sabbat. Il en était devenu le bourreau. Tu as vu ses yeux? Toujours ouverts. Mais on dirait il regarde ailleurs. D'autres pensaient qu'il avait pris une drogue. Une voisine dit même « Ça, c'est un coup des femmes. Il a dû suivre une fille sorcière dans la nuit. » Mado, elle, refusait d'écouter. Ce soir-là, Baba Jean-Baptiste Dacko, connu pour sa bonne humeur, passa chez Maman Zégué avant de rentrer chez lui. « Ah, Maman Zégué, donne-moi un peu d'haricots et de beignets seulement, hein? Je suis fatigué là, » dit-il en souriant. Elle le regarda longuement, un sourire étrange aux lèvres. « Toi, tu mérites plus que ça, » répondit-elle en rajoutant 2 cuillères de surplus dans son sachet. « Ah, maman, tu es trop gentille, vraiment, » dit-il joyeusement. Elle lui tapota la main. La gentillesse se paie toujours, Baba Jean-Baptiste. Bonne soirée. Baba s'éloigna. Cette nuit-là, dès que Baba s'allongea, les chats se mirent à miauler sans arrêt, courant autour de sa maison comme s'ils annonçaient un malheur. Les voisins sortirent. « Hé, les chats de Baba là, qu'est-ce qu'ils ont encore? On dirait ils pleurent. » Mais personne n'osa s'approcher, car tout le monde savait qu'à Bangui, les chats qui criquent la nuit ont vu ce que les hommes ne doivent pas voir. Peu après, alors que Baba tentait de dormir malgré les miaulements, il sentit une main froide secouer son pied. En ouvrant les yeux, il vit Firmin, debout à côté de son lit, son visage sans expression et ses yeux complètement noirs. « Baba, viens, tu dois rendre ce qu'on t'a donné, » murmura Firmin d'une voix caverneuse. Baba se leva malgré lui, incapable de résister, comme tiré par une force invisible. « Firmin, qu'est-ce que tu fais là? Laisse-moi tranquille !» supplia-t-il, mais ses lèvres tremblaient et ses jambes avançaient toutes seules. Une brume envahit la pièce. La porte s'ouvrit toute seule, et dans un souffle, ils disparurent dans la nuit. Ces chats grimpèrent sur le toit et hurlèrent plus fort encore, comme pour alerter le ciel lui-même. Mais aucun voisin n'osa ouvrir sa porte, car tous avaient appris à se taire quand les esprits marchaient dans la rue. Dans la clairière maudite, la réunion était déjà commencée. Les sorciers, vêtus de noir, formèrent un cercle autour de Baba Jean-Baptiste. Au centre, Maman Zégué s'avança, tenant à la main la même cuillère avec laquelle elle servait les haricots. « Tu as mangé mes surplus, n'est-ce pas ?» dit-elle, sa voix résonnant comme un tonnerre. Baba tremblait. « Je n'ai plus rien à te donner, maman. Je ne savais pas. Je suis pauvre seulement. » Les sorciers éclatèrent de rire. « Pauvre? Tout le monde peut payer, avec sang ou avec âme, » lança l'un d'eux. Maman Zégué soupira, faussement déçue. « Alors tu ne peux pas payer ?» Elle fit un signe de tête vers Firmin. Ce dernier s'avança, un pilon de manioc à la main. « Pardonne-moi, Baba, c'est le surplus, c'est toujours le surplus, » murmura-t-il, une larme coulant sur sa joue. « Non !» cria Baba, mais son cri se perdit dans le vacarme des tambours faits de peaux humaines. Le coup tomba, puis un deuxième, puis plus rien. 2 jours passèrent sans que Baba ne puisse ouvrir sa petite boutique ni sa chaise. Ses voisins commencèrent à murmurer. L'odeur fut la première à trahir la vérité. On défonça la porte de sa chambre et on le trouva déjà en état de putréfaction,
comme si son corps était mort depuis des semaines. Les gens du quartier pleurèrent. Une vieille femme dit seulement « Les morts qui pourrissent en 2 jours, ce sont ceux dont l'âme a été mangée avant le corps. » Les jours suivants la mort de Baba Jean-Baptiste furent un cauchemar éveillé pour le quartier. Une jeune fille disparut en revenant de l'école. Puis un vendeur de poissons qu'on retrouva raidi derrière sa propre boutique. « Ce quartier est maudit maintenant », cria un habitant terrifié. Les anciens se réunirent mat sous un manguier à la tombée du jour. Mado, la mère de Firmin, la voix tremblante, supplia « Aidez-moi, mon fils est devenu quelqu'un d'autre. Je le vois sortir la nuit sans ouvrir la porte. Il disparaît comme la fumée. » Un ancien frappa le sol de son bâton. Trop de morts, trop de silence. Ce mal-là ne vient pas d'ailleurs. Il marche ici avec nous. Une rumeur commença à circuler. Tous ceux qui avaient accepté trop de surplus chez Maman Zégué s'éteignaient comme des bougies dans un vent noir. Les morts étaient devenus trop nombreux. Le quartier entier vivait dans la terreur silencieuse, comme s'il attendait la prochaine victime. Les anciens, accompagnés de quelques jeunes courageux, décidèrent enfin de briser le silence. Un matin, ils marchèrent d'un pas ferme jusqu'au temple du pasteur Ngakutu, un homme discret mais respecté pour sa vie de prière. L'un des doyens, le vieux Basile, prit la parole. « Pasteur, trop c'est trop. On perd nos enfants, nos amis, nos femmes. Quelque chose ronge cette avenue de l'indépendance. Ce mal-là ne vient pas de l'homme. Nous, on veut l'aide de ton Dieu. » Le pasteur, les yeux humides, leur répondit calmement. « Vous avez attendu longtemps, mais Dieu est vivant. Ce quartier sera visité. L'ombre ne peut pas toujours régner. » Ce jour-là, il entra en jeûne et prière, enfermé dans son temple, appelant le feu du ciel sur le quartier. Dans la nuit même, dans l'autre monde, Firmin fut convoqué au sabbat. L'un des sorciers, au visage couvert de mouches, gronda. « Tu as trop mangé de nos viandes, tu ne donnes plus rien. Depuis longtemps, tu ne sers pas. Ce soir, nous avons besoin de ta mère. » Firmin baissa la tête, vide, sans force pour résister. Maman Zégué sourit et claqua des doigts. Firmin tenta désespérément d'invoquer son ancienne forme, celle d'une chauve-souris nocturne qu'il utilisait jadis pour infiltrer les maisons silencieusement, mais son pouvoir était si réduit qu'il ne parvint même pas à faire frémir l'ombre d'une aile. Le vieux chef des sorciers, au visage ridé, comme l'écorce d'un baobab maudit, le toisa avec mépris et grogna. « C'est toi qui l'as ramenée ici, tu vas repartir avec elle. » Il se tourna vers les autres. « Prenez-les, ramenez-les là-bas. » Tous se mirent à psalmodier, les bras levés, et un souffle noir les enveloppa. En un éclair, Firmin et Maman Zégué furent violemment projetés dans la maison de Mama Mado, comme des spectres expulsés du royaume des ombres. Mais cette fois, quelque chose avait changé. Ils se levèrent, titubants, les corps lourds, et tentèrent d'utiliser leur formule pour localiser Mama Mado dans la maison. Des incantations marmonnées, des gestes secrets, des symboles tracés à l'envers. Mais leurs yeux ne voyaient plus. Leur sens était brouillé. Chaque mur semblait se déplacer. Chaque porte devenait invisible. L'esprit de la prière constante de Mama Mado avait aveuglé leur vision occulte. Ils tournaient en rond comme des aveugles dans une lumière qu'ils ne comprenaient plus, piégés dans une maison que Firmin connaissait bien, mais qui ne lui appartenait plus. En une seconde, dans le silence épais de la nuit,
Firmin et maman Zégué se matérialisèrent dans la chambre de Mama Mado, sa mère. Celle-ci dormait profondément, bercée par les cantiques diffusés à bas volume sur son poste radio. Elle sursauta soudainement, le cœur affolé. Quelque chose venait de traverser l'air. Elle regarda l'heure. 4h02 du matin. Dieu Tout-Puissant, je sens un esprit ici, murmura-t-elle. Elle se mit à genoux pour faire sa prière matinale, récitant les psaumes d'une voix tremblante. Lorsqu'elle se leva pour sortir de sa chambre, elle sentit comme une présence derrière la porte du salon. Elle ouvrit doucement la première porte, puis la seconde. Et là, son cœur faillit s'arrêter. Au coin du salon, entièrement nus, immobiles et figés comme des statues, se tenaient Firmin et maman Zégué, leurs yeux vides, leur peau humide, la respiration presque imperceptible. « Jésus de Nazareth, le sang de Jésus !» hurla-t-elle en reculant. Elle cria si fort que les voisins accoururent, en chemise de nuit, paniqués. « Qu'est-ce qui se passe là? Qui est entré chez Mado ?» Quand les voisins entrèrent dans la maison, ils restèrent paralysés à leur tour. On n'entendait plus aucun bruit, pas même celui des moustiques. Tout le monde se tenait là, figé, regardant ces deux corps nus assis au sol, les yeux grands ouverts, mais incapables de voir. Une voisine murmura, la voix tremblante. « C'est de la sorcellerie pure, ils sont venus pour prendre son âme. » On appela la police, mais au commissariat, les agents haussèrent les épaules. « Si ce n'est pas vol ni meurtre, c'est affaire de fétiche. Nous, on ne touche pas à ça. » Alors, Mado n'eut pas le choix. Avec le soutien des anciens et la bénédiction du quartier, on porta Firmin et maman Zégué jusqu'à l'église du pasteur Ngakutu, enroulés dans des pagnes. Le pasteur les regarda arriver sans surprise. « Le combat est arrivé jusqu'à notre porte. Ce n'est pas la police qui juge les esprits, c'est le trône de Dieu, » dit-il. Il posa les mains sur Firmin et se mit à prier d'une voix qui tonna comme le tonnerre. « Toi, esprit de dette et de tromperie, relâche cet enfant, feu sur les racines des ténèbres. » Pendant plusieurs heures, l'église résonna de cris, de chants, de pleurs. Maman Zégué résista. Elle riait, criait, insultait, grognait comme un animal. Mais vers midi, elle s'effondra en silence. Ses yeux redevinrent ceux d'une vieille femme fatiguée. Elle ne parla plus. On dit qu'après cela, elle prit le chemin du village, pieds que nus, sans rien dire à personne, pour ne jamais revenir. Firmin, lui, fut délivré. Il pleura dans les bras de sa mère pendant des heures, disant « Je suis désolé, j'étais perdu, je me souviens de tout, j'ai vu des choses que je ne veux plus jamais revoir. » Quelques mois plus tard, il servait humblement dans l'église, aidant à nettoyer, accueillant les fidèles. Les gens du quartier le regardaient avec méfiance au début, mais avec le temps, ils dirent « Si même lui a été délivré, alors personne n'est trop loin pour Dieu. » À vous qui aimez toujours recevoir du surplus, surtout au marché, souvenez-vous d'une chose essentielle. Tout ce qui est gratuit n'est pas forcément sans prix. Derrière une main généreuse peut parfois se cacher une intention obscure. Alors, prenez ce qu'on vous donne avec discernement et surtout, ne laissez pas votre appétit vous lier à ce que vous ne comprenez pas. Posez-vous toujours la question, pourquoi ce surplus et à quel moment faudra-t-il le rendre? Car dans ce monde, même les cadeaux ont parfois une facture invisible. Voilà, l'histoire d'aujourd'hui se termine ici. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment idéal pour le faire. Clique sur s'abonner et active la cloche de notification pour ne rien manquer de mes prochaines histoires.
Et à vous, mes fidèles abonnés, un immense merci pour votre soutien, vos partages et vos commentaires. Vous êtes la vraie force de cette chaîne. À très bientôt pour une nouvelle histoire. N'oubliez pas de prier.